Hmm. Voilà, c'est bon. Alors, bonjour Nicolas. Euh, Salut. Aujourd'hui, nous allons avoir une petite interview d'une demi-heure, 20 minutes. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est de partager ton expérience de la venue en Russie en tant que Français. Ouais. Voilà, comment tu es venu, pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de de déménager en Russie, pourquoi pourquoi est-ce que tu es attiré par la Russie et pour finir, ton expérience de la vie russe dans un village. Parce que en Russie, c'est vrai que euh, ceux qui s'intéressent à la Russie, ils connaissent à peu près bien la vie dans les villes, mais dans les villages, c'est un peu moins parce que euh, c'est pas toujours très bien expliqué en fait. Et vu que toi, tu habites directement dans un village, ça serait plus simple que toi, tu puisses partager ton expérience. Ouais. Voilà. Donc, on va Donc, commencer par déjà, voilà, pourquoi est-ce que déjà tu as eu l'idée de venir en Russie? Qu'est-ce qui t'a plu? Tu t'es dit peut-être un jour, voilà, je vais partir sur un coup de tête en Russie ou c'était non, un non, non. déménagement planifié? Depuis que je suis né, je suis intéressé par qui est autour de la Russie. Dès qu'on mettait de la musique russe, j'avais comment on dit en français, je sais plus, Mouravi, tu sais, la chair de poule. Et pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père était russe. Il est venu en France en 1906 et on m'en parlait jamais. Personne ne m'en parlait jamais. Donc, je m'y suis intéressé tout seul, j'ai fait des recherches tout seul, j'ai pas trouvé grand chose, mais c'est resté dans un coin de ma tête, la Russie. Et puis un jour, j'ai rencontré sur un forum de musique, une femme russe, une fille russe, qui avait mon âge, et il y a 15 ans. Et puis, de fil en aiguille, je suis venu la voir à Kazan, une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, et après, on a décidé qu'elle me rejoigne en France, on se marie. Et au bout d'un certain temps, j'en avais déjà marre de travailler dans la police, parce que ça faisait 25 ans que j'étais dans la police, et j'ai démissionné sur un coup de tête, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. C'était à la demande d'une ministre, on m'a demandé de placer en garde à vue 2 personnes, parce qu'ils avaient un t-shirt avec marqué la manif pour tous, et je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y a pas de motif. Mais par contre, et du coup, je me suis fait engueuler, ils ont envoyé d'autres à ma place, qui les ont mis en garde à vue, enfin, bon, bref, inadmissible, avec 2 petits-enfants en plus. Et donc, suite à ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, j'ai été voir le directeur départemental, j'ai posé mon flingue sur le bureau, ma carte, et j'ai dit, je me casse, je m'en vais. Et puis voilà, et j'ai fait les papiers, je suis parti. Donc, je suis parti à Kazan. J'ai mis 2, 3 mois à me préparer pour partir. Et puis, donc, à Kazan, j'ai ouvert une société. J'ai créé une boulangerie, ça n'a pas marché du tout, j'ai perdu tous mes sous, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Et puis voilà, donc je suis resté en Russie. De ce fait-là, j'ai divorcé aussi. J'ai rencontré Elena, avec qui je vis maintenant, que les gens sur ma chaîne connaissent, puisque je fais des vidéos avec elle des fois, surtout quand il y a de la vodka. Et, et puis, et voilà la raison pour laquelle je suis arrivé en Russie. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que au début, je ne connaissais pas la Russie. J'y suis venu en vacances une fois, 2 fois, 10 fois, comme j'ai dit. Et dès le premier coup, ça je le dis souvent, c'est que quand un Européen, un Français vient en Russie, il attrape une sorte de virus. C'est-à-dire que quand il revient chez lui, il n'a qu'une seule idée dans sa tête, c'est de revenir en fait. Parce que vis-à-vis de la France, on est tellement libre, on est tellement bien, on peut sortir le soir, on peut faire plein de choses, ça coûte pas cher. Les gens, pas tous, mais les gens s'entraident quand même. Euh, bon, en fait, c'est tout ce qu'il n'y avait pas en France ou que je n'aimais pas, c'était en Russie en fait. Donc, j'étais très bien ici, donc j'ai décidé de rester. Et puis au fur et à mesure des années, ça va faire 10 ans maintenant. Oui, 10 ans, oui, 2014. Et je n'ai plus l'intention de retourner en France du tout.
Jamais, ça ne m'intéresse pas. Me retrouver à Paris dans le RER enfin bon, je ne veux pas critiquer, j'en aurais pour des heures, mais bon, ça ne me plaît pas. Donc, et ici, il y a tout ce que je veux dans la vie, c'est-à-dire si j'oublie mon portefeuille au supermarché, 3 jours après, j'y retourne, il est sur la caisse, avec les sous dedans et puis mes papiers. Des choses comme ça, voilà. Alors, et puis, tu m'as demandé, alors pourquoi dans un village? Eh ben, parce que j'ai acheté une maison 3500 €. Euh, avec beaucoup de travaux, puisqu'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de tout ça. Par contre, il y a un bagnat. C'est un sauna, en Russie, c'est un sauna, une sorte de sauna. C'est un bagnat pour se laver. Et puis bah, le reste, ça va venir petit à petit. Cet été, normalement, je devrais faire une salle de bain, des toilettes, enfin dans une pièce qui est à côté, qui n'est pas préparée encore. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu avais d'autre dans ta question? De quoi tu voulais... Alors, la première question, c'était Comment on vit dans un village, c'est ça? quelle est la vie dans un village? Quelles sont les différences entre une ville russe, par exemple, et un village russe? Bah, une ville russe, alors les Russes, ils ont tu dois savoir ça, enfin je pense. Les Russes, ils ont une sorte d'adage qu'ils disent souvent, c'est il y a Moscou, Saint-Pétersbourg et la Russie. Mhm. Pour eux, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est presque l'Occident, quoi. Ils vivent à l'occidental, tout en étant russes quand même, hein, parce que tous les gens que je connais qui vivent à Moscou, ils sont épatés de vivre dans cette ville, quoi, parce que c'est propre, parce que on est en sécurité, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, parce que, enfin bon, on n'est pas limité par un prix, par plein de choses qui limitent en France. Et ben à Moscou, on peut le faire. Alors ça c'est Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est la même chose, hein. Après, il y a d'autres villes. Alors il y a des villes comme Kazan qui sont très grandes aussi, il y a 1,5 million d'habitants, mais Kazan c'est un peu à part. Les gens disent que c'est un grand village, alors qu'il y a 1,5 million d'habitants. Et c'est tellement un grand village qu'il y a quelque chose qui se dit là-bas, c'est que partout où on va, on rencontre toujours quelqu'un qu'on connaît. Et j'ai pu le vérifier, j'y ai habité 5 ans, et partout où j'allais, même à l'autre bout, dans un truc industriel, pour acheter un pot de peinture, je tombais sur quelqu'un que je connaissais. Tout le temps. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est magique, je ne sais rien. Et puis, alors là, bon voilà, donc tu as Moscou, Saint-Pétersbourg. Après, tu as des grandes villes comme Nijni Novgorod, Kazan, Ulyanovsk, tout ça dans ma région, là. Et, tu as des petites villes de 35 000 habitants, comme la ville à côté de chez moi, là. Et autour de ces villes, c'est pas comme en France, c'est pas une ville et plein de petites villes collées autour. C'est une ville. Et après, pendant 400 km, il n'y a rien. Enfin, il y a des villages, quoi. Mais il n'y a pas autre chose. Donc autour de ces villes, il y a des villages. Euh, alors dans un village, c'est en train de changer en fait, parce que les jeunes et les gens d'une quarantaine d'années partaient de plus en plus vers les villes pour avoir du travail. Mais maintenant, de plus en plus, ils reviennent. Par exemple, dans mon village, on était 43 ou 45 avec moi et Elena. Et maintenant, quand j'ai acheté la maison il y a 2 ans, et maintenant on doit être une cinquantaine, parce qu'il y a des jeunes qui ont acheté une vieille maison, qui sont en train de la retaper. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte en me demandant qu'on pouvait avoir Internet en illimité, puisque moi j'ai une antenne qui prend la 4G comme pour un téléphone, si tu veux, et du coup ça me donne l'Internet illimité. Alors c'est pas des vitesses de dingue, hein, mais bon, ça suffit. Et donc c'est des jeunes, alors lui par exemple, il est créateur de sites Internet, et puis elle vend des trucs sur Avito, tu sais, elle achète et revend, donc Avito c'est comme Le Bon Coin en France. Elle achète des trucs en gros et puis elle les revend après aux gens, bon, en faisant un petit pourcentage. Et du coup, bah, ils habitent au village, quoi. Ils vont habiter au village. Donc il y a ça de plus en plus. Tu as une autre chose qui a changé aussi la donne, c'est que dans les années 90, 90-2000, les jeunes, c'était beaucoup l'alcool, beaucoup la vodka, beaucoup de faire des conneries, enfin beaucoup de bandits, beaucoup de choses comme ça. Ouais, c'était les années noires de la Russie.
Voilà, et maintenant ça a complètement changé. Maintenant, les jeunes se sont rendus compte que les filles, ça les intéresse plus des beaux gars musclés que des locs alcooliques. Donc, qu'est-ce qu'ils font tous les jeunes que je connais là? Bah, ils font du sport toute la journée. Ils sortent de l'école, ils vont faire du sport. Ils font du foot, ils font du basket, ils font de la muscu, ils font de la gym. Enfin, ils font plein de trucs. Oui, puisque c'est le sport est promu par l'État. Ouais, Même ouais, Poutine en parle toutes les ouais, semaines ouais, ouais. sans arrêt. Même dans la petite ville de 32 ou 35 000 habitants, je ne sais plus combien exactement, près de chez moi, tu as près du stade, à l'extérieur du stade, sur le trottoir, il y a des appareillages comme il y a partout en Russie, tu sais, pour faire du sport dehors, des gros trucs solides là où Ouais. tu pousses des trucs, tu mets Comme des dans les jambes. salles de sport, en fait, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, mais dans la rue. Et il y a toujours quelqu'un qui est dessus. Hein. Et il y a toujours des fois il y a un papy, des fois il y a des jeunes. Bon voilà. Beaucoup ils arrêtent de fumer aussi. Enfin bon, bref, ils changent, ils changent. Change de mode de vie. Ils changent de mode de vie, ouais. Ils deviennent plus. Alors, ils changent de mode de vie et on pourrait dire que ça ressemble au mode de vie européen, mais en fait pas du tout, parce que dans ce mode de vie, on intègre à l'intérieur le respect, qui a disparu en France, la religion orthodoxe, très importante, ou musulmane au Tatarstan, et c'est que des jeunes bien. Hein. Moi, mes meilleurs copains sont. Alors qu'en France, j'aurais jamais pensé avoir un musulman comme ami. Ici, mes meilleurs amis, ils sont musulmans, et il n'y a pas que ça, mais je connais des musulmans très très bien. Et quand j'ai vécu à Kazan, je n'ai jamais eu aucun problème. Je veux dire, c'est pas des emmerdeurs, quoi. Ils vivent leur religion, les orthodoxes vivent leur religion, même les orthodoxes se marient avec les filles musulmanes ou l'inverse. Enfin bon, ça se passe très bien. Et dans les villages, eh ben, on est tous solidaires. Je donne toujours un exemple, c'est mon beau-frère, il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, 2 ans je crois, un arbre est tombé sur sa maison, parce qu'il habite dans un autre village, un arbre est tombé sur sa maison et a crevé le toit de la maison, quoi. Et ben tous les gens de la rue ont mis la main à la poche pour donner un peu d'argent, pour aller acheter du bois, des tuiles, alors c'est pas des tuiles en Russie, c'est des grandes plaques de métal, profilées, hein, Mhm. soit bleues, soit rouges, soit vertes, enfin tu sais. Et donc ils ont été acheter ça. Les gens de la rue qui avaient des tronçonneuses, qui savaient faire les toits, ils s'y sont mis. Les gens n'ont pas été au boulot, hein. Ils n'ont pas été travailler, ils ont aidé. D'abord, c'était ça le plus important. Euh, ils ont refait son toit en fait, et puis les dames, eh ben, elles s'occupaient des enfants. Elles leur faisaient des crêpes. Ils ont fait du thé pour les hommes s'ils voulaient boire un thé. Voilà, c'était vraiment hyper solidaire. Vraiment. Bon. D'après les gens, quand j'en parle, ils disent que ça disparaît petit à petit, ça, ce genre de choses, que ça date de l'époque soviétique et que si c'était une rue avec que des jeunes, peut-être que ça se passerait pas comme ça. Je peux pas dire, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu constater là, c'était que des gens qui avaient dans les 50 ans et tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde a aidé. Et ils ont remboursé l'argent petit à petit après, évidemment, c'est normal. Donc voilà, donc dans les villages, quoi dire d'autre quand il y a eu le Covid, euh, quand c'était le début du Covid et on ne savait rien en fait, où tout le monde avait dans la tête que si ça se trouve, peut-être ça va tuer l'humanité entière. On ne savait pas. On ne savait pas au début. Euh, les gens de la ville d'à côté se sont armés avec des fourches, des trucs comme ça. Et dès qu'il y a un train qui arrivait de Moscou, parce que Poutine avait donné 10 jours de vacances aux gens, parce qu'il y avait le Covid, pour rester chez eux. Mais en fait, les gens, au lieu de rester chez eux, ils ont pris le train pour aller voir la grand-mère. Donc, histoire de donner bien le Covid à tout le monde, quoi. Et bah, les gens se sont mis sur le quai. Puis dès qu'il y avait des gens qui arrivaient de Moscou, allez, tu remontes dans le train avec la fourche. Et ici, ils avaient parlé de mettre ce qu'on appelle Schlagbomb, tu sais, c'est une barrière. Oui, la barrière qui monte sur le parking qui monte. Voilà, c'est ça, ouais. Ils voulaient mettre ça à l'entrée du village avec un blocos, une mitrailleuse et tout. Mais je dis, ça va pas la tête. Il dit, si, si, et on sait jamais. Ben, j'ai dit, on sait jamais, mais bon, déjà, la mitrailleuse, tu vas la trouver où déjà? Bon, bref, donc ça, c'est pas, ils l'ont pas fait. Et sinon, ben, tout le monde a ses animaux en liberté dans le village. Les vaches, les chèvres, les moutons. Moi, mes chèvres avec les bébés en ce moment, ils sont dehors, là, ils sont devant la maison.
il broute l'herbe qui est en train de commencer à pousser là. Mhm. Le voisin qui est un peu plus haut, qui a des vaches, et ben, ces vaches sont en liberté. Le soir, il les cherche partout d'ailleurs, parce qu'elles ne rentrent pas pour se faire traire. Donc, il va avec sa lampe de front frontale partout, il passe partout, il les cherche, il les appelle. C'est son boulot du soir. Donc, évidemment, quand il passe devant la maison, il s'arrête et puis on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Les moutons, c'est pareil. Alors, c'est la solidarité aussi de ce côté-là, parce que il y a 3-4 jours, je suis allé chercher de l'eau au puits, parce que pour avoir de l'eau potable, je vais au puits qui est un peu plus loin. Et en revenant, il y avait 2 bébés moutons, un gars et une fille, qui étaient devant une maison abandonnée, puis qui étaient l'un contre l'autre, qui tremblaient de peur, et ils s'étaient perdus en fait. Mhm. Et je les ai récupérés, et puis Elena a téléphoné à tous les gens qu'on connaît qui ont des moutons, puis on a trouvé à qui c'était, et puis il est venu les chercher. Voilà, pour pas qu'ils meurent de faim dans leur coin, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. J'ai la chance d'avoir une scierie au bout de la rue, donc si j'ai besoin de bois, j'y vais. Je paye une fois sur deux, on va dire. Mhm. Après mon village, c'est la forêt. Donc c'est la forêt, et à 100 km dans la forêt, c'est les loups et les ours. Voilà, donc, il faut faire Mais attention. il faut faire 100 km quand même, hein. Et c'est les chasseurs qui savent ça, qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, si tu vas tout droit par là, 100 km, c'est les ours et les loups. Bon, j'ai jamais vu un ours ou un loup dans le village. On n'a pas non plus de renards ou de choses comme ça, parce que on a, je sais pas comment expliquer. C'est pas des chiens sauvages, c'est nos chiens, dont la mienne. Un gros chien qui a des gens qui habitent plus haut, un autre qui est un petit chien genre basset mais avec plein de poils. Et ben ces 3 chiens tous les jours ils se retrouvent le matin, et des fois ils rentrent pas le soir, et toute la nuit aussi, et ils tournent dans le village. Ils tournent parce que mon village c'est un cercle avec les maisons tout autour, et ils tournent, et dès qu'il y a ils patrouillent quoi, mais sans qu'on ne leur ait jamais rien demandé, hein. Et dès qu'il y a un renard, dès qu'il y a alors en ce moment on a pas mal de visons qui tuent les poules. Pas moi, mais la voisine a retrouvé des poules sans tête. Ça, c'est les visons qui font ça. Dès qu'il y a ça, les chiens sont là pour les effrayer, quoi. Donc Oui, c'est parce bien. que les chiens en Russie, et puis même les chats, hein, ceux qui vivent dehors, en Russie, les chiens et les chats, ils sont très gentils. Donc, ils savent qui les nourrit. Donc, ils Oui, oui, font oui, oui. pour satisfaire Et oui, mais celui tu qui sais que nourrit. même à Kazan, j'ai vu des meutes de chiens, peut-être 20 chiens, qui vivaient dans un immeuble ou une usine abandonnée au bout de la rue où j'habitais. Ils étaient une vingtaine. Il y avait la patronne, la chef. Ça devait être la mère de tous, peut-être, je pense, je sais pas, une vieille chienne là. Et ces chiens se promenaient tous ensemble dans les rues, et les gens leur donnaient à manger, tout ça. Et malheureusement, quand il y a eu la Coupe du Monde de foot, et tous ces chiens, ils ont été attrapés. Et alors, certains ont été tués, je ne sais pas lesquels, et je sais que d'autres ont été stérilisés, mais pas tués. Alors peut-être ça dépendait des sociétés qu'ils faisaient, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je sais qu'on les voyait revenir, mais ils étaient beaucoup moins après. Et Donc, stérilisés. Et en Russie, c'est très, comment dire, c'est très classe. La stérilisation des animaux, une fois qu'ils sont stérilisés, pour montrer qu'ils sont stérilisés, ils ont un énorme plastique clipsé dans l'oreille, qu'ils peuvent pas retirer évidemment, mais ça fait un énorme morceau de plastique vert, fluo ou jaune fluo. Enfin, c'est une mocheté. C'est horrible. sur un animal, moi, je considère que ça sert à rien. C'est moche, quoi. Mais tu sais que. Alors, tiens, un truc, tu m'as demandé pour les gens qui veulent venir, qui veulent venir ouvrir des fermes ou des choses comme ça. Actuellement, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être mise en place. Ils veulent que tous les animaux qu'on a, alors déjà que tous les animaux, chiens, chats, aient un passeport, et que tous les animaux, Un moutons, passeport de chèvres, vaccination, tu veux dire? un passeport. Un Un passeport passeport. d'animaux à qui il appartient, c'est ça? Voilà, voilà, il D'accord. s'appelle comme ça, il appartient à telle personne. Et pour les animaux autres,
c'est-à-dire vaches, chèvres, moutons, etc., ils veulent qu'on les fasse enregistrer et qu'on leur mette un plastique là justement sur l'oreille. Là. Mhm. Et ça, c'est exactement la Russie. C'est-à-dire que la loi, elle va arriver là, mais personne ne va le faire. Et personne ne viendra contrôler si c'est fait. Et tout le monde s'en fout. Et pour les chiens, c'est la même chose. Moi, je ne vais pas aller m'emmerder d'aller je sais pas où pour aller faire un passeport à mon chien. Mon chien, c'est mon chien, il vit devant chez moi, c'est tout. Mes animaux, c'est pareil, mes chefs, tout ça. Enfin, je sais qu'en France, c'est obligatoire, il y a plein de lois, il y a plein de trucs. Bon, bah ici, non. Voilà. Quand je dis qu'on est libre, eh ben, même les animaux, ils sont libres. Ils sont bien plus libres. D'où beaucoup de Français considèrent qu'il y a beaucoup plus de liberté en Russie qu'en France. Parce que, Ah ouais, mais ça, les lois, ils existent, mais il y a beaucoup de choses qui ne s'appliquent pas. c'est ça. Mais c'est ça. Il y a plein. En France, on a le code pénal et on a un autre code qui est les jurisprudences. C'est-à-dire, tu as la loi, et si un jour un juge décide que malgré la loi, bah, en fait, c'est possible de le faire quand même parce qu'il y a cette chose qui est spécifique, qui est arrivée, et ben, ils mettent ça dans le code des jurisprudences. Et tous les avocats peuvent s'en servir après pour défendre leurs clients. C'est un peu le bazar, ce qui fait que la loi ne sert plus à rien, mais bon, c'est comme ça. Et ben en Russie, c'est la même chose, sauf que tous ces trucs de jurisprudence, tous ces millions de lois qui sont votées, qui qui parfois sont proposées par une personne, euh, votées et mis en pratique pour lui en fait, parce que lui ça l'arrange. Et du coup, bah, personne ne contrôle rien et puis c'est tout. Hein. Et c'est comme ça qu'on vit. Et le fait que ça soit ça, ça fait partie, quand on dit c'est la Russie, bah ça aussi c'est la Russie. Si ça disparaissait, bah ça serait plus la Russie, c'est plus pareil. C'est comme s'ils faisaient des réparations sur toutes les routes et qu'il n'y avait plus de trous dans les routes, et ben ça serait plus la Russie. Ça m'emmerde, j'abîme mes pneus, j'abîme mes roues. L'année dernière, j'ai crevé 4 fois, mais tant pis. Je préfère mes routes comme ça. Vous, la route, c'est pas une route fédérale, c'est une route qui a du village, cette route-là. Et cette route, elle a pas. Enfin, en Russie, les villages, eux, ils sont à part. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le village, route, maison, réparation, etc., c'est vraiment, ça vient du budget du village. C'est-à-dire il y a un Oui, maire. c'est vrai. Vous Oui, avez un maire, ah, en fait, un ouais. élu. Non, non. C'est pas un. Non, c'est un. Parce que les petits villages de C'est 50 habitants, je crois que c'est autrement. Alors, tu peux Non, non, peut-être. en fait, ils sont regroupés tous les. Il y a la ville avec le maire. Ça, c'est le maire, il s'occupe de la ville. Ouais. Mais il y a une autre administration dans une autre petite ville où il y a 5000 habitants, peut-être, enfin, même pas. Là, il y a une administration. Alors, est-ce que c'est l'équivalent d'un maire? Je pense pas. C'est juste un. C'est un représentant, en fait. Ouais, voilà. Et cette personne, certainement, reçoit les budgets, oui, et s'occupe des villages. Alors, nous, on a la chance que la dame qui doit s'occuper de tout ce qui est voirie, c'est-à-dire les routes, etc., etc., c'est une dame de l'époque soviétique qui est comme ça. Et les gars, dans leur tracteur, s'ils sont pas à 4 heures du matin en train d'enlever la neige sur la route de mon village, là devant chez moi, ils seront tués, quoi. Donc, bah, le boulot, il est fait, quoi. Ça, c'est l'éducation soviétique, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu as des trous dans la route, eh ben, ils sont bouchés. Tandis que quand tu vas en ville, non, c'est pas bouché. Donc Parce nous, que, la route est plus belle. voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que les routes, par exemple, moi, j'ai une maison dans un village en Crimée. Euh, le budget du village, il est créé, en fait, il y a une sorte d'impôt, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment un impôt, mais en fait, c'est une fois par an, tu donnes, t'es prélevé, et Moi, je le paye 9 budget euros. va au représentant de mon village. Ouais. Et Mais, en fait, moi, je paye 9 euros pour ça. bah voilà, c'est Tu vois. ça. Et c'est pour ça qu'en fait, les routes en Russie, les routes fédérales, ce qu'on appelle les autoroutes comme en France, ça, c'est l'État qui les finance. Et tout ce qui est les routes dans les villages ou les routes qui relient les villages aux autoroutes, ça, c'est financé directement par la commune, le village ou la ville Ah, qui a. mais non, ils reçoivent de l'argent de l'État aussi. Hein. Entre autres. Mais Bah, c'est pas tous les villages aussi, hein. Moi, par en exemple, fait, en Crimée, c'est pas tout à ah fait ouais. ça.
Ah, bah ici, c'est comme ça. Et je sais que D'accord. grâce aux sanctions, avec tout l'argent qu'a gagné Moscou, ils ont arrosé. Il y a plein de choses qui ont été faites dans les villages, dans les villes, les petites villes, tout ça, c'était pas fait avant. Mais là, il y a tellement d'argent. La Russie gagne tellement d'argent avec la vente de pétrole à l'Inde, à la Chine, tout ça, du gaz, voilà. Bon, bah, ils gagnent énormément d'argent, donc bah, ils donnent les budgets. Alors bon, des fois, il y a l'argent qui se perd un petit peu, on ne sait pas où, mais ça arrive, quoi. Ça, c'est partout pareil, ça. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Première chose, c'est ça. Oui, oui. Maintenant, je parle d'aujourd'hui, hein, je parle pas d'il y a 10 ans, c'était pas pareil. Mais aujourd'hui, il y a des sous qui disparaissent, admettons. Bon. Mais par contre, tout Russe, ici, a le numéro de téléphone du procureur, soit d'ici, soit de Moscou. D'abord, celui d'ici, s'il fait le boulot, très bien. S'il ne fait pas le boulot, ils appellent celui de Moscou. Celui de Moscou, il envoie un délégué où il vient si c'est grave. Le procureur d'ici, il se fait démonter. Et l'enquête, elle est faite. Et je peux te dire que ceux qui ont piqué des sous, au jour d'aujourd'hui, ils vont en prison. C'est plus la même chose. Ah oui. Ça a changé. C'est comme la corruption avec la police, tout ça. Moi, c'est fini. Hein. C'est plus les années 90 où Non, non, non. même les ministres, même les gouverneurs, les maires, tout ça, tout, où il y avait beaucoup de corruption. Aujourd'hui, c'est vraiment carré, quoi. Depuis, Rappelle-toi depuis les 20 dernières années. rappelle-toi dans les années 2000, le ministre de la Défense russe qui avait vendu des bâtiments et c'est lui qui touchait les sous en fait. Oui. Tu te rappelles? Et il avait une maîtresse qui habitait juste au-dessus de chez lui, ça avait fait un scandale ce truc. Ah ouais, je m'en souviens très bien de cette Bon histoire. voilà, bon bah ça c'est pas possible, ça n'existe plus. Et c'est comme les directeurs des usines d'armement, ils se gavent pas d'argent, ils ont leur salaire et c'est tout, ils ne peuvent pas se gaver d'argent parce que l'usine appartient à l'État. Bah oui, Donc, tout est sous quand le contrôle. ministre, voilà, quand le ministre lui donne tant de budget et s'il reçoit 50 000 obus au lieu de 2 millions, l'autre, il y a un problème, quoi. Donc là, non, ils font pas de bêtises avec ça. Ils font attention s'ils veulent garder leur place. Ouais, Donc non, non, là, aujourd'hui, ils ont vraiment remis de l'ordre euh, ouais, dans tout ce qui est gouvernance. Tout est surveillé en fait au niveau des dépenses. Et tout. beaucoup de gouverneurs vont en prison. Mm. Oui, Beaucoup de... oui, bien sûr. De maire aussi, le maire ici, l'ancien maire, ancien maire, il était en prison. Ah, le Parce vôtre, il est que parti aussi en prison. bah, dans les années 2000, il avait reçu de l'argent pour faire un pont. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pont avec une seule voie, avec un feu rouge là et un feu rouge là. Donc, en fait, il a acheté une voie, quoi, pas deux. Donc, la deuxième voie, bah, les sous, ils sont où? Bah, il se les met dans les Bah, poches. bah, voilà. Donc, il est en prison, là. Euh, moi-même, je sais que aujourd'hui même, les policiers aujourd'hui ils ont peur de la corruption, donc ils ne touchent pas à l'argent parce que Ouais, ouais, ouais. ils touchent à l'argent, demain ils vont en prison direct. Bah, C'est bah, ça en fait. ils ont des C'était bons ce salaires aussi fléau de la maintenant. corruption depuis les années 90 où il y avait Ouais, à tous les niveaux, à tous les niveaux, il y avait de la corruption. Et depuis, c'est en train d'être éradiqué, mais à une vitesse grand V, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et les policiers, ils ont des très bons salaires maintenant. Donc, corruption, ils n'ont pas Bon, ça besoin, c'est quoi. sûr. C'est comme les juges. Les juges, ils ont, bon, là, je sais pas, mais il y en a peut-être à très très haut niveau qui font quand même. Mais en général, ils ont tellement des bons salaires maintenant qu'ils n'ont pas besoin de chercher à avoir de l'argent, prendre des risques à faire quelque chose pour avoir de l'argent alors qu'ils en ont déjà. Bah, ils ont déjà tout, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon voilà, donc pour tout ce qui est agriculture, première Donc chose, voilà, beaucoup de personnes s'intéressent, ils voudraient venir en Russie, acheter une ferme, faire de l'élevage, de l'agriculture, acheter alors, des animaux. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller avec ton expérience? Comment alors commencer et que faire? déjà, acheter une ferme, enfin acheter des terres, c'est interdit. Si t'es pas russe, t'as pas le droit. Il faut un passeport russe pour avoir Ouais. acheté des terres en Russie. T'as pas le droit d'acheter des terres si t'es étranger. Ça, c'est à cause de Bill Gates, etc. Parce que aux États-Unis, tous ces gens très riches ont acheté à prix d'or des fermes de grands agriculteurs américains et ont tout laissé en jachère, tout abandonné. Et en fait, ils pensent qu'un jour, quand tout le monde sera là à baver à leur porte pour avoir à manger, eh ben, ils remettront ces choses en route. Et ils ont fait pareil avec l'Ukraine, là, parce qu'il y a beaucoup de terres en Ukraine là, qui ont été achetées par ces gens-là.
Et du coup, la Russie a fait une loi comme quoi les étrangers, terminé. Pas le droit d'acheter des terres en Russie. C'est fini. Mais par contre, Donc, on peut les louer. ouais. Donc, on peut les louer. On peut les louer. C'est un côté un peu délicat. On peut louer la terre, mais on peut le faire, mais je déconseille de construire sa maison sur cette terre-là. Parce que si, tu sais, en Russie, tu sais comment c'est, si dans 2-3 ans, le fils du propriétaire a envie de se mettre à faire du maïs et qu'il a besoin de ces terres-là, ben, on va vous dire, bon, ben, allez, hop, au revoir. Et vous aurez construit votre maison et non, tant pis, au revoir. Et c'est le fils qui va habiter votre maison. Ouais, c'est comme louer un appartement du jour au lendemain, le propriétaire peut dire voilà, tu pars. Ouais, je connais des gens, là, j'ai des amis français à Moscou, c'est ce qui est arrivé, là, c'est ce qu'il m'a dit, là. Il a acheté un appartement à Moscou parce qu'il est, les fils du propriétaire a été viré de son logement où il était avant, et du coup, il récupère le logement où ils étaient là. D'accord. C'est comme ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent louer des terres. Ils peuvent acheter une maison, pas loin, pour vivre. Mhm. Moi, j'ai une maison avec 1 hectare. Bon, ça suffit pas pour un agriculteur, 1 hectare. Mais il faut y chercher. Il y en a pas énormément des terres à louer, mais il y en a. Et c'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ce qu'ils veulent faire, alors c'est pas compliqué en Russie, ils créent une entreprise, ça met même pas une journée à être créé, une OOO, c'est-à-dire une SARL en français. Le système est comme ça actuellement. Ils créent une OOO et ils sont obligés de nommer un directeur russe. Ou quelqu'un qui a des documents de résident en Russie, comme moi par exemple. Moi, je pourrais être nommé directeur d'une entreprise comme ça. Mais si on est juste touriste et qu'on vient ouvrir son entreprise, parce qu'au début on est obligé de faire comme ça, on ne peut pas être directeur de l'entreprise. Donc il faut nommer un russe. Ou quelqu'un qui est résident. Mhm. Une fois que ça s'est fait, et c'est pas un problème, hein, je vais expliquer pourquoi c'est pas un problème après. Une fois que ça s'est fait, on crée l'entreprise. Cette personne en question invite le créateur de l'entreprise, celui qui a les sous, le français, l'agriculteur français qui veut venir, ou qui que ce soit, hein, ça peut être un menuisier aussi, ou peu importe, l'invite à venir travailler en Russie, dans cette société, qui est peut-être sa société, mais c'est d'abord une société russe, donc il est invité à travailler dans une société russe, donc il faut faire ça en début d'année parce qu'il y a des quotas, donc il faut faire ça janvier-février par exemple. Après c'est trop tard. Et si les gens veulent vraiment, moi je connais un avocat à Moscou avec sa femme, c'est surtout sa femme que je connais, parce que c'est mon élève en cours de français. Elle fait traductrice des documents qu'il y a besoin et notariée, puisque tout doit être notarié en Russie. Donc si les gens ont besoin, il y a ça. Donc une fois que la personne revient avec un visa de travail d'1 an, il arrive là, il a loué des terres, il commence à travailler, il fait des bêtes, il fait des céréales, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a personne qui va venir contrôler comment c'est, si ça se passe bien, si comme ça, c'est fini. C'est Poutine qui a mis ça en œuvre il y a quelques années pour faire fonctionner de plus en plus de sociétés en Russie, pour que les gens ouvrent sans problème les sociétés. Avant, il y avait un contrôle au bout de 3 ans. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a un contrôle que s'il y a un problème, que si quelqu'un écrit pour dire il y a ça qui ne va pas. Si tout va bien, tout va bien. Ouais, en Personne gros, ne viendra jamais il y a voir. une liberté au début, quoi. T'es libre Ouais, de. complètement. Même après, puisque personne vient voir ce qui se passe si on fait rien d'extraordinaire. Bon, ça apporte des côtés négatifs parce que l'été dernier, je me souviens, il y a des Ouzbeks qui ont créé une marque de cidre. Ils ont mis le mauvais alcool dedans, parce qu'ils étaient nuls, et il y a eu 18 morts. Donc je me souviens que partout dans les trucs Krasnei Beli, là, tu sais, les trucs d'alcool, il y avait des contrôles de la police pour voir s'il y avait ce cidre, qui s'appelait Bon Cidre, je crois, en français en plus. Et ils ont été retirés de partout, quoi. Et les types sont partis en prison. Bon, ça c'est le côté négatif, ça peut arriver. Mais en général, l'État fait confiance aux gens qui fassent des choses correctes. Donc une fois que la personne revient avec son visa d'1 an de travail,
à ce moment-là, il fait une réunion officieuse avec son partenaire, parce qu'une OO, il faut être deux. Alors, on peut mettre sa femme, on peut mettre un copain, on peut mettre qui on veut. Une Et, entreprise. hein? Une entreprise, vous voulez dire. Je Oui, oui, précise pour la OOO. ceux qui ne connaissent pas le OOO. Ouais, c'est SARL en français. Le directeur en question russe dont j'ai parlé juste avant, il démissionne. Et la réunion qui est faite, c'est pour vous nommer, vous, directeur de la société. Voilà, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est votre société, vous êtes directeur et tout va bien. Vous faites ce que vous voulez. Et après, après, on travaille. Et puis au bout d'un an et demi, on peut demander un RVP pour rester, pour être résident pour 3 ans au moins. C'est une autorisation temporaire de rester en Russie. C'est Pour ça, rester en Russie. en 3 ans. Donc voilà, le cheminement à faire, c'est compliqué, c'est long, c'est beaucoup de papiers, c'est tout ça. Et moi, je conseille toujours, c'est pas spécialement pour qu'ils gagnent de l'argent, mais connaissant le système russe et m'étant fait avoir plusieurs fois, pour mes documents de RVP, j'y suis retourné 7 fois. Hein. Il faut prendre quelqu'un, quoi. Un professionnel qui sait faire, qui sait remplir les papiers, qui va vous aider parce que, Parce que franchement, se même, lancer dedans tout seul, c'est très compliqué. Il y a oh, trop. c'est galère. Hein. Par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde de foot, il y a un avion qui est arrivé à Saint-Pétersbourg avec des Français dedans, rempli de Français qui venaient de Paris et qui venaient pour voir les matchs de foot. Il y a 21 Français qui sont passés à la douane de l'aéroport et on leur a dit non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas bon. Il dit comment ça, c'est pas bon. Alors par exemple, il y en a un qui s'appelait Jean-Pierre et il avait marqué Jean-Pierre et il n'avait pas mis le tiret. Et le douanier, il a dit là, c'est Jean-Pierre avec un tiret, là, c'est sans tiret. Donc, c'est pas la même personne. Donc, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà le genre de truc. Moi, quand j'ai eu mon RVP, il faut savoir que le, le document français, comme quoi on n'a jamais été en prison, le bulletin numéro 4, ça s'appelle, il est valable 3 mois. Donc, le temps qu'il arrive, déjà, ça met un mois et demi. Donc, déjà, il faut se dépêcher après. Euh, et quand je le reçois, je vois qu'ils ont mis mon premier prénom, mais pas mon deuxième, alors que je leur avais demandé de le faire. Donc, j'ai pas le choix, je vais quand même présenter mon truc. Et la fille, première chose qu'elle voit, elle dit mais là, il n'y a pas le deuxième prénom. Je dis mais attendez, c'est moi, c'est mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, c'est à moi. Je suis propriétaire en Russie d'une maison. Je lui montre les autres papiers. Non, non, non. Là, c'est Donc, vraiment carré. C'est ah oui, vraiment oui. strict. Donc, Elena, ma femme, a fait un scandale dans le FMS, là, le truc de l'administration. Elle a tellement fait un scandale que la chef est descendue. Et la chef a vu les papiers. Elle a dit bon, d'accord. Euh, si l'ambassade est d'accord, alors c'est exceptionnel ça, hein, ils le font pas à chaque fois. Hein. Si l'ambassade est d'accord pour faire un document disant que c'est bien vous sur les deux papiers, j'accepte le dossier. Donc heureusement l'ambassade de France a été d'accord. Mais sinon, il fallait que je retourne en France parce que mon visa se finissait, je devais retourner en France, revenir, l'argent que ça coûte, enfin bon, voilà, c'est pas évident. Donc il faut prendre des gens qu'on connaît, des gens qui connaissent. Ça c'est important. Et pour les fermes, moi j'ai un exemple concret là, c'est les fermiers du coin, ils font tout ça. Alors quelqu'un pourrait le faire s'y connaît à grande échelle. Ils achètent un ou deux taureaux, bœufs, un ou deux bœufs, mâles. Ils les font grandir pendant 2 ans. Ils les engraissent pendant 2 ans. Comme m'a dit la fermière qui m'en a parlé, elle m'a dit c'est pas compliqué, à part nettoyer le caca par terre et puis leur donner à manger, c'est tout ce qu'il y a à faire, puisque toute la journée ils sont dehors, ils se promènent. Et au bout de 2 ans, ils appellent la boucherie qu'ils connaissent, qui vient avec un camion, qui les emmène, qui les tue, qui les découpe. Et une fois que la viande est découpée, ils pèsent et ils payent la personne du village qui a fait pousser les. Donc ça lui rapporte à peu près 75 000 roubles, donc 750 € par bête tous les 2 ans. Donc on avait calculé avec quelqu'un qui fait 20, 30, 40, 50 bêtes.
il peut avoir un bon revenu. Alors, les premiers 2 ans, évidemment, il gagne rien, il faut qu'il vive de ses réserves, mais après c'est bon. Donc, Après, il y a donc on peut dire que c'est assez. Euh, Ça rapporte en fait d'avoir des animaux, de s'occuper, de faire de ouais, l'élevage, quoi. ouais, ouais. On peut Et, bien gagner et, sa et voilà, on peut bien gagner sa vie. Et surtout, quand on vient en Russie, il faut pas venir avec, il faut se retirer son esprit occidental de la tête. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me souviens quand j'avais ma boulangerie, j'avais voulu employer un jeune qui sortait d'école de boulangerie ou pâtissier, je me rappelle plus, et il voulait 4 000 € de salaire. Bah, j'ai dit, mais non, mais attends, c'est en Russie, 4 000 €, c'est 2 fois plus que ce que je gagne dans tout le mois. Donc, ah bah ouais, mais moi, on m'a dit, si je vais travailler à l'étranger, il faut demander des salaires comme ça. Bah, j'ai dit, faut pas de place. Ou va aux États-Unis, peut-être, j'en sais rien. Mais en Russie, non. Donc, il faut se retirer ça, c'est-à-dire, vous allez arriver là, vous n'allez pas gagner, si vous calculez en euros, ça fera peut-être pas, ça fera peut-être moins que ce que vous avez en France, ou ça fait... Mais il faut voir que tout est moins cher aussi. Tout, voilà, une En fait, voiture, ça coûte rien. dans, dans l'une de mes vidéos, j'avais précisé qu'en moyenne, les appartements euh, à louer, c'était 200, 300, 400 euros. Donc, c'est Ouh, sûr qu'on n'est pas à des loyers à 1000 euros ou 1500 euros comme en France. Donc, les salaires, ils ne sont pas aussi élevés qu'en France, mais les prix ne sont pas aussi élevés qu'en France également. bah ici, avant d'acheter ma maison, je louais un appartement, je payais 50 € par mois. C'est rien du tout ça. Tout équipé. Enfin, c'était pas super équipé, mais il y avait la cuisine, les toilettes, la salle de bain, une entrée et une grande salle. Et un 5 grand 000 balcon. 5 000 €, ouais. c'est pas 5 500. grand-chose en Russie. C'est c'est vraiment le minimum du minimum, quoi. Voilà, puis quand on loue quelque chose en Russie, comme les gens ont confiance dans les autres personnes, puisque il y a personne qui arnaque jamais, ou très rarement, enfin, pas dans les villages, pas dans les campagnes, peut-être à Moscou, j'en sais rien, mais ici, ça arrive jamais. On fait pas de papier non plus. Il n'y a pas d'assurance. C'est pas obligatoire en Russie l'assurance Non, habitation. non, non. Il n'y a pas d'assurance, on fait pas de documents. Moi, la personne qui me louait 5 000 roubles, comme il voulait pas payer d'impôt là-dessus, bah, je lui donnais en liquide tous les mois, puis c'est tout. Moi, par contre, c'est le contraire. Moi, j'avais signé un contrat parce que je suis passé via une agence immobilière. Ah bah oui. Je suis T'as pas passé été par une sur... agence et j'avais signé mon contrat. Tout est officiel, tout est en règle. Donc ça dépend en fait. Ça dépend. Bah, Après, t'es à en Moscou. Russie, après, en Russie, moi, ce que je conseille toujours, c'est de passer plus par une agence parce qu'il y a il y a beaucoup moins de risques de se faire arnaquer au final. Ouais. Si tu Ou passes alors, il faut y aller avec un Russe. Voilà, Avec... c'est ça. Soit il faut une personne qui connaît bien, un Russe qui connaît bien euh, le marché immobilier, qui connaît bien les Russes, une personne qui connaît bien la mentalité russe. Soit il faut passer par une agence immobilière, parce que si vous passez directement par un propriétaire directement, on, il on- risque d'avoir des problèmes. Donc, vaut mieux. je- Moi, je considère toujours qu'il faut passer par une agence immobilière. Oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure pour avoir le RVP, etc., etc. Et cetera. Et tu sais, sur Telegram, sur l'ordinateur, moi j'ai des alertes quand les gens écrivent quelque chose sur mon groupe. Et là, je vois un truc qui a complètement à voir. Comment fait-on pour être réfugié politique en Russie? Ben, on peut pas. Ça Ça, c'est n'existe très pas. compliqué à obtenir le Non, non, statut de y a réfugié pas. politique. Il y a pas. Il y a pas. Le statut de réfugié politique, il est, je crois, pour les Afghans, pour les Syriens ou quelque chose. Ouais, non, mais, Mais pas pour pour les les Européens, il n'y a pas Occidentaux. de. Non, non, non. Il y a des Ça ne Français qui ont fonctionne essayé, pas. je sais, et ça a été refusé. Ça ne fonctionnera pas. Parce que pour prouver en Russie que t'es, que, bah, que, Persécuté. que t'es persécuté, Persécuté, voilà, ouais. je cherchais le mot, il faut y aller, quoi. C'est pas comme en France. T'écris juste sur le papier et puis la personne qui regarde ça à la préfecture, allez hop, validé, il a obtenu son statut d'asile politique. En Russie, c'est pas pareil, c'est vraiment plus strict. L'immigration en Russie, le service d'immigration, il est vraiment très très carré là-dessus. Quand on fait les RVP, enfin, quand on fait les documents pour rester, c'est eux qu'on voit. C'est trop, quoi. C'est trop, trop, trop. C'est trop.
Après, Trop carré. je sais que ces dernières années, ils sont en train de débureaucratiser les procédures, d'avoir en gros moins de papiers, Mm. moins d'autorisation, etc., etc., etc. Mais ça mettra du temps. Mais en tout cas, c'est parti pour. Le seul truc que j'ai vu positif, c'est que quand on passe l'examen de langue russe pour avoir le VNG, c'est-à-dire le résident permanent, Le titre de séjour. euh, Voilà. voilà, ouais, c'est ça. Avant, c'était valable 5 ans. Aujourd'hui, si on le passe, c'est à vie. Voilà. Ouais, mais de toute façon, au bout de 5 ans, la personne qui a le VNG, donc le titre de séjour, au bout de 5 ans, elle peut demander la nationalité russe. Mais il faut vivre Oui, 5 ans 5 ans en Russie. oui, mais à ce moment-là, il faut passer l'examen pour la nationalité russe de langue, qui est beaucoup plus compliqué que celui du VNG. Que même ma femme, qui l'a essayé de le faire, et qui est quand même assez calée. Quel est le prénom de la femme du tsar, je ne sais plus quel nom, en 1622? Il faut bien connaître Voilà la l'histoire. question. Ah bah purée. Enfin bon, c'était ça. Et alors, il faut savoir aussi qu'on peut les perdre. On peut perdre. Moi, j'ai perdu mon VNG. J'avais un VNG, je l'ai perdu. Parce que j'ai eu 2 amendes. J'ai eu une amende parce que euh, quand j'ai eu mon VNG, j'avais 14 jours pour m'enregistrer, mais comme c'était le 23 décembre, on pensait que tout le monde était en vacances entre le 1er et le 10 janvier, comme partout en Russie. Donc on y a été après les vacances, et quand on est arrivé, la fille a dit bah non, on n'était pas fermé. Et du coup, j'ai dépassé les 14 jours, j'ai eu première amende. Et deuxième amende, c'est quand je suis retourné en France, je suis resté plus de 6 mois. Ma grand-mère était décédée, donc je suis retourné en France, je suis resté 7 mois en fait. Et quand je suis revenu, bah, j'ai eu la deuxième amende, et du coup, mon VNG a été retiré. Je l'ai perdu, donc je suis obligé de tout refaire à zéro maintenant. Là. Donc en Russie, avec les papiers, il faut vraiment être carré et Ah ouais, ouais. bien s'occuper à l'avance Oui, oui. des papiers parce qu'en Russie, on peut perdre Et, facilement. ouais. Et comme je le répète, il faut prendre quelqu'un Qui s'y qui connaît, fait. forcément. On Ouais. peut pas le faire tout seul. Ouais. Même moi, ma société, pour payer mes impôts ou pour déclarer, parce qu'après, quand on a un RVP ou VNG, il faut tous les ans déclarer si on a de l'argent pour vivre l'année d'après, avec le minimum russe, qui est de 19 000 roubles par mois, je crois, en ce moment, ou 20 000. Donc il faut 220 000 roubles, 240 000 roubles sur son compte, à peu près. Et il faut le montrer. C'est comme ça qu'en fait, en Russie, on prouve qu'on perçoit le salaire. Il faut un papier de la banque Voilà. Voilà, voilà. pour qu'on puisse voir combien tu as d'argent sur ton compte. C'est ça, en fait, Voilà, qui prouve. voilà, voilà. Parce qu'en Russie, il n'y a pas de fiche de paye. Non. Et donc il y a ça, c'est ça qui prouve. Et depuis cette année, avant ça n'existait pas, on paye un pourcentage d'impôt sur cet argent. 4%. Peut-être, je ne sais pas combien. Donc je sais qu'on paye des impôts maintenant. Je Avant, me on n'en suis payait pas. renseigné, c'est 4%. Ah bon, ça va. 4, ça Moi-même, va. je les Moi, paye. je croyais que c'était 10, moi. Donc 4, ça va. Sinon, ah oui, sinon, une fois qu'on travaille, celui qui veut être agriculteur ou faire des bêtes et puis bon, faire sa société, quand il va arriver et qu'il va ouvrir une SARL, une OO, il va payer parce que je crois qu'au début, il doit payer 30% d'impôts. C'est beaucoup. Par contre, au bout d'un an, quand il va demander son RVP, là, tout va changer. C'est-à-dire que c'est dur pendant un an, donc ça prouve à la Russie quelque part que la personne qui vient veut vraiment s'installer ici. Et au bout d'un an, il peut transformer sa OO en IP. IP, c'est ce que j'ai moi. C'est-à-dire, c'est auto-entrepreneur, on va Entrepreneur dire. individuel. Ouais, c'est ça. Et là, c'est 6% de ce qu'on gagne qu'on paye. C'est tout. Entrepreneur individuel, c'est 4% aussi. Hein. 6, 6. C'est 6. Alors, ça dépend dans quel entrepreneuriat. Alors, parce que moi j'ai ouvert je suis devenu entrepreneur individuel et moi, je paye 4%. Mais il y a plusieurs Ça dépend sortes. peut-être des modalités. Peut-être que c'est pas tout à fait pareil chez toi. Il y a plusieurs sortes. Je sais que quand on l'a ouvert, il y avait plusieurs sortes d'IP. Ah, bah Et, voilà. euh, et tu dois payer un minimum, parce que si tu gagnes moins, tu payes pas 6% de pas beaucoup. Tu es obligé de donner un minimum de 11 200 roubles tous les 3 mois. Donc voilà, donc tes impôts sur le revenu, c'est moi, mes impôts sur ce que je gagne, tout compris,
ça comprend le médical, ça comprend enfin tout, puisque la médecine est gratuite ici, mais sans cotisation, c'est l'État qui gère ça, avec l'argent que l'État gagne, il y a des hôpitaux qui sont ouverts. Je paye 6% de ce que je gagne. Voilà. Ça va, c'est pas non plus énorme, quoi. Ah bah tu rigoles, en France, c'est combien qu'on paye? C'est 120%. Enfin, l'employeur, il doit donner le double de ton salaire en impôts déjà. Et C'est après, toi, sur ce que tu gagnes, tu dois encore payer des impôts. Mais il y a 70% du pognon que tu gagnes en France qui part aux impôts, de toute façon. Que ce c'est soit pour la ça que TVA, tout ça. c'est pour ça que beaucoup de personnes, ils s'étonnent qu'en Russie, les salaires ne sont pas aussi élevés qu'en France, par exemple. Mais comme je l'ai déjà dit, et puis comme toi tu as pu le dire, les salaires, les prix sont beaucoup moins élevés, ne sont pas Bien aussi sûr, chers qu'en France. bien sûr. Et de deux, les impôts, c'est vraiment, comparé à la France, c'est rien. Rien du tout. C'est Et quelques puis, pourcents sur ton salaire, c'est absolument rien du tout, quoi. et puis un Français, il va gagner 1500 euros par mois. Il va donner 1000 euros par mois d'impôts, en fait. Entre ses impôts locaux, ses impôts sur le revenu, la TVA, etc., etc., il va La donner taxe 1000 euros. d'habitation, La la taxe taxe foncière si tu es d'habitation, tout, propriétaire, tout. etc. Voilà. Et une fois qu'il a payé ça, il lui reste 500 euros. Avec ces 500 euros, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il paye son essence à 2 euros, je ne sais pas combien de litres, pour aller travailler. Il faut qu'il paye son gaz, son électricité. Maintenant, ça coûte entre 200 et 350 euros par mois, suivant les maisons, mais ça coûte hyper cher, etc. En Russie, moi, je paye. Imaginons, j'ai 50 000 roubles par mois, il me reste 500 euros. C'est le salaire que j'ai, 50 000 roubles. Je paye 5,56 € d'électricité par mois. Je paye en hiver, alors qu'il fait moins 40 dehors et plus 18 dans ma maison, du coup, ma chaudière est à fond, je paye entre 20 et 30 euros par mois de gaz. Ça va. Ben oui, ça va. L'essence, c'est 50 centimes. Enfin, 46 centimes, puisque je mets du 92. 46 centimes. J'ai une Lada, ça supporte l'essence 92, là. Pas 92. 95. Euh, Enfin, je sais pas, je vais acheter une voiture, ma Lada, j'ai acheté qui avait 100 000 km, j'ai payé 3 000 euros. Ma maison, je l'ai payé 3 500 euros. Des gens qui viennent faire des travaux, je sais plus je sais plus quels travaux quelqu'un va venir faire là. Euh, non, attends, c'est l'année dernière. Ils sont venus, ils m'ont démonté tout le parquet de la cuisine. C'est des morceaux de bois comme ça, hein, sur 6 mètres de long. Ils m'ont tout démonté. Ils ont mis des pieds au Ruskaya Pechka que j'ai dans le four russe que j'ai Le dans four la russe, ouais, cuisine. Ouais. Sur traditionnel. lequel c'est le four où on peut dormir dessus, etc., Le etc. four Les deux. russe traditionnel d'il y a quelques centaines d'années encore. Oh, il est génial. Il est fantastique. Donc en fait, ce four était sur les planches. 6 tonnes, il fait. Non, c'est pas possible de laisser comme ça. Donc on a fait faire des pieds Ils ont fait des pieds, ils ont fait tout ça. En plus de ça, ils m'ont changé un mur au fond de ma maison parce que toutes les poutres étaient pourries. J'ai acheté des gros bastins de 10 sur 10, là, ils ont tout changé. Ils ont même refait des fondations en dessous, en béton, etc. J'ai payé 400 euros, matériel compris. Ça va. Oh, bah oui, ça va. C'est quoi, c'est convenable. Ben voilà. Quand ma voiture elle est Correct. en panne, la dernière fois, ils m'ont resserré mon frein à main, changé les plaquettes de frein, fait un truc électrique, je sais pas quoi, j'ai payé 28 euros. Va voir en France combien que ça coûte. Donc tu as 500 euros par mois, tu vis comme un prince, quoi. C'est correct. Tu vis Bien bien. sûr. Ouais. Pas à Moscou, mais ici. Oui, c'est vrai qu'à Moscou, là, c'est des prix comme en Europe, donc c'est pas pareil. Voilà, voilà. Mais ici, non. Ici, et les gens font le travail correctement. Ouais. Là, Elena m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit la plaque qui est en dessous, la protection du moteur qui est en dessous de la voiture, elle est dessoudée. Je pense que j'ai dû la casser quand elle s'est fichue dans la boue et la neige un soir, là, il y a 3 semaines. Et j'ai sorti la voiture. Bon, ça a dû frotter un peu et ça a dessoudé cette plaque. Et ben, elle va aller au garage, elle va leur demander de le faire, ça va me coûter 5 euros, 500 roubles. C'est rien.
Voilà, les mecs, ils vont passer 20 minutes à ressouder, à monter la voiture, à ressouder, et puis voilà, 500 roubles. En France, admettons que ça coûterait 500 roubles, tu aurais 3000 roubles de TVA, t'aurais, le mec, il doit payer sa location, de truc, ça coûte hyper cher, plus ses taxes, plus son RSI, parce qu'ils doivent payer leur sécurité sociale, les gens qui ont des sociétés, donc ça les ruine. Enfin bon, c'est horrible, quoi, le système. Ici, non. Ici, tu paies rien. Voilà. T'es malade, tu vas, c'est gratuit. Tu attends, et les Russes sont pas contents, ils doivent attendre une journée. En France, c'est 10 mois. Quand je leur dis, ils me disent, ah ben, c'est pas possible. Et comment ils font les gens? Comment ils font? Ils font pas. Voilà. Ils se soignent pas. Ici, c'est une journée. C'est vraiment, ouais, c'est pas la même approche. Non, 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 c'est pas la même vie. Quand j'essaye d'expliquer pourquoi on est aussi libre. Là, j'ai l'intention pour mes vidéos, tout ça, puis parce que j'en ai marre de rester tout le temps à la maison, j'aimerais bien bouger un peu. Je vais aller acheter une petite moto, là, peut-être après-demain, ou une 125. Voilà. Ça va me coûter 50 000 roubles. 500 euros. En France, des motos à 500 euros, Neuve, hein, neuve, neuve. tu te rends. Enfin, elle est pas neuve, mais le mec l'a acheté, l'a jamais utilisé et il veut s'en séparer. Donc j'ai dit, ouais, mais d'accord, mais je l'achète pas 100 000, j'achète 50 000. Bon, d'accord. C'est négociable. C'est vrai que chez nous, on Ah peut tout bah oui, négocier. tu négocies tout. En Russie, on peut tout négocier, c'est plus facile. Ouais, ouais. D'ailleurs, dès que tu vois le prix de quelque chose, tu sais déjà. Là, j'avais la Lada Niva que j'avais achetée, puis que je me suis planté en l'achetant. Je l'ai mis à vendre 171 000 roubles, en pensant déjà que quelqu'un va me proposer 150. Et c'est ce qui s'est passé. La mentalité russe, on peut toujours négocier, tout est négociable. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marqué dans les annonces même. Négociation possible déjà. Ils te mettent un prix et ils écrivent négociation possible. Et par contre, t'en as qui te mettent pas de négociation. Ça arrive, mais pas souvent. Mais des C'est fois, pas c'est. souvent quand même. Moi-même, j'ai déjà cherché. Non, non. Des fois, ouais. Des fois, c'est déjà arrivé que j'ai vu ça. Ou alors, par exemple, quelqu'un m'avait envoyé un message. Il me proposait d'échanger ma voiture contre une Audi 80. Ben, je C'est dis vrai que non, non, j'ai besoin des sous pour faire les travaux à la maison. J'ai pas besoin d'une tout Audi est rapide. 80. Mais les gens font ça souvent ici. Ils échangent une voiture contre une autre. C'est plus simple en plus. Tu as juste à Voilà. écrire très souvent, ils la vendent le jour même et voilà. On fait un échange en gros. C'est Ouais, officiel. c'est ça. Genre, en Russie, on peut faire des échanges, c'est légal. Mais sur Avito, tu as un bouton qui dit est-ce que vous êtes d'accord pour échanger? Ben, moi, j'avais mis oui. Bon, c'est toujours intéressant de voir ce que les gens te proposent. Si quelqu'un m'avait proposé, par exemple, un petit tracteur pour mon champ, là, j'aurais peut-être dit oui. Mais ils m'ont dit 80, que je vais foutre avec ça. Tu peux peut-être regarder de temps en temps. Peut-être que quelqu'un souhaiterait échanger un tracteur. Pourquoi pas? Je sais pas, on verra. Eh ben écoute, on a fait 1 heure d'interview. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, Il y a tellement de choses à dire, je pourrais te parler pendant 2 heures encore, hein. on, Et tu sais, j'ai créé cette chaîne, moi, parce que j'en avais marre d'entendre des saloperies sur la Russie. J'en avais marre d'entendre certaines personnes que je ne nommerai pas dire des saloperies sur la campagne en Russie, dire que c'était dangereux, qu'il y avait des grandes chances qu'on se fasse assassiner avec un coup de couteau, enfin, n'importe quoi, quoi. Et d'ailleurs, le jour où j'ai vu ça, j'étais chez un ami, il m'a offert un couteau, tu vois. Il m'a pas tué avec, il m'a fait un cadeau. Enfin bon, c'est ça qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne en fait, et pour montrer aux gens comment on vit ici. Eh bien, oui, il est très important de montrer comment est la vie en Russie parce que ceux qui parlent mal de la Russie, la grande majorité n'ont jamais mis les pieds en Russie. Non, mais c'est ça. Comment ils peuvent affirmer des choses alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le pays, quoi. C'est pas possible. Et tu sais, quand je parle avec des Russes, je leur dis, bah ouais, tiens, j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Ils disent, mais faut pas dire ça. Mais je dis, comment ça, faut pas dire ça? C'est vrai? Et dit, oui, c'est vrai, mais nous, on veut pas que les gens y viennent, on est bien, et on veut pas que les gens viennent nous mettre le bazar.
Faites-nous pas de pub, s'il vous plaît. On veut Ouais, personne. c'est ça. C'est ça, ouais. Elena m'a dit ça déjà aussi. Elle dit non, 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 mais faut pas dire ça. Ok. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se refait une autre interview, un de Un de ces ces quatre. quatre. Parce qu'on peut parler encore, j'aurais encore plein d'autres sujets dont on pourra en Ouais, bah, de temps en discuter. temps, on peut discuter de temps en temps, ouais. Surtout que ça intéresse beaucoup de personnes qui aimeraient Ouais. venir en France. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Non, ouvert aussi ma chaîne. qui veut venir en Russie, tu veux dire. Oui, qui veulent venir en Russie, oui, pourquoi Mais pas. déjà, il faut qu'ils viennent faire 3 mois de tourisme. Déjà. Déjà pour s'acclimater, pour comprendre, pour observer. Voilà. Puis, Qu'ils pour prennent bien le comprendre, train, c'est pas la mentalité européenne. Il faut oublier tout ça. voilà. Qu'ils prennent le train en Platzkart pour sentir les pieds, entendre les ronflements la nuit. Non, non, c'est Oh, pas vrai. tu sais, au bout de deux, trois trajets de nuit, tu t'habitues, tu ne Ah, remarques bah, plus. moi, je regarde plus ça, hein. Ouais. Mais après, C'est vrai, hein. tu peux prendre deux trains aussi qui sont à peu près au même prix, à peu près à 2800 roubles. C'est vrai que les Platzkart, alors faut préciser parce que ceux qui vont nous regarder, ils vont regarder, ils ne connaissent pas. Ouais, Platzkart, c'est c'est vrai. des trains de nuit où des gens dorment. C'est des lits en fait, mais c'est ouvert. Il n'y a pas de porte. Voilà, c'est le train C'est et il y a plein de c'est- lits en fait. c'est deux lits deux lits comme ça, le Voilà. couloir, et l'autre côté du couloir, le long de la fenêtre, encore 2 places Des pour deux le train. côtés du couloir, il y a des lits en fait, tout simplement, Ouais, sur ouais, deux ouais. niveaux, en haut et en bas. Et donc, il y a des trains comme ça, c'est à peu près 2300 roubles, Ouais, c'est c'est ça. 23 euros. Après, il y a coupé. C'est Coupé, ouais, la pareil. clé coupée, ça Voilà. c'est C'est fermé avec la porte. coupé, c'est fermé avec une porte. Voilà, c'est quatre lits, deux en haut, Il y deux a, en bas, ouais. une Il y a porte. la clim. Il y a la clim. C'est ça qui est bien. Ben, la clim, elle est partout, même Ouais. dans tous les wagons, elle est la clim, hein. Dans les anciens trains, non, il y a pas. Ah, Dans les... peut-être les nouveaux. Alors, ça dépend des trajets. Par exemple, Ah, ouais. Non, j'ai moi, quand connu je des fais des voyages de trajets, nuit. J'ai connu des Moscou-Kazan où il faisait 34 degrés dans le train la nuit. C'était l'hiver, ils ouvraient rien parce qu'il faisait froid. 34 degrés dans le bazar. oui, mais C'est- parce que je sais, ça existe. C'est pas parce qu'il n'y a pas la clim. La clim, elle existe dans le train. C'est juste qu'ils ne veulent pas l'allumer parce que beaucoup de gens se plaignent parce ah, que la clim, il tombe froid et avec les yeux froids, à cause de la clim, il tombe malade. Moi, c'est j'ai vrai. connu, j'ai déjà C'est demandé. vrai. C'est vrai que les Moi-même, Russes, oui, c'est vrai. C'est vrai moi-même, qu'on. j'ai chaud. Moi-même, par exemple, moi, je prends très souvent les trains parce que j'aime bien voyager. Dans les trains, il y a toujours 25 degrés à peu près. C'est la norme. Et tu as la clim qui s'allume qui va fonctionner une demi-heure et elle s'éteint automatiquement pendant 1 heure. Et tous les heures, elle s'allume pendant une demi-heure. Mais malgré ça, il fait quand même très très chaud. Moi-même, j'ai très très chaud. Et moi, des fois, je vais demander à la responsable du wagon d'allumer, elle a un peu la clim, ils me disent, oui, mais je peux pas allumer parce que les gens se plaignent, parce qu'il y a des enfants, la mère dit qu'elle peut Ouais, tomber ouais. malade, donc voilà. Mais sinon, la clim est... Et puis tu sais Alors, bien, c'est sûr qu'elle a la clim. Dans et les puis wagons, ça c'est tu sais clair. bien qu'il y a plein de Russes qui ont 32, 34 degrés chez eux pendant l'hiver. Moi, je supporte pas ça. Ah, je pourrais pas. Mais je Non, peux te mais dire que là, la grande différence au niveau du chauffage entre la France et la Russie, elle est énorme, la différence. En France, tu as 19, 20 degrés, 18 parfois, 17 des fois. En Russie, par exemple, moi-même, j'ai un chauffage central. C'est pas un chauffage individuel, hein. Chauffage central, ouais, ouais. c'est-à-dire que tout l'immeuble Ouais, bah, voilà. est chauffé. Et donc, moi, dans mon appartement, moi, je l'éteins le chauffage. Parce que parce quand je l'éteins, il fait 23 degrés. Et pour moi, c'est chaud. C'est déjà chaud pour moi. Si j'allume le chauffage, je vais être à 27 degrés. Je vais crever Oui, de chaud. mais tu as l'avantage que tu peux l'éteindre. Moi, dans l'immeuble, dans l'appartement qu'on a à Kazan, on peut pas l'éteindre. Parce que si tu l'éteins, si tu mets un système pour l'éteindre, eh ben, les gens après, ils n'ont pas de chauffage. Puisque le chaleur Oui, passe, parce qu'il y a, voilà. il y a- Donc, tu es obligé d'avoir 32 ou 35 degrés chez toi. Donc, tu dors par moins 30 dehors avec la fenêtre ouverte, en fait. ah Et ouais, tu tombes malade, et tu tombes malade. eh ben, ah là là. Ici, on a l'hiver, il fait moins 35, moins 40, on a plus 16, plus 18. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Pour dormir, c'est bien. Oui, tu suis aux alentours de 18 degrés, c'est bien pour dormir. Ouais. Même 16, même 16. Même 16? Là, tout à l'heure, j'ai coupé le chauffage parce il faisait plus 8 dans la grange ce matin. Il doit faire plus 15 maintenant.
ça c'est bon quoi, plus besoin du Ça chauffage. suffit, hein, Puis les clairement. maisons en bois les maisons en bois, c'est Ça retient génial. bien la chaleur. Oh, c'est super, super. Je voudrais pas une maison en briques maintenant, c'est fini. Maintenant que j'ai ça, c'est génial. L'hiver, ça protège et l'été, ça empêche la chaleur de rentrer. Il fait frais dans la maison. C'est C'est fantastique. parfait. Mmh. Eh ben, Voilà. écoute, je propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se refera d'autres interviews. On pourra Oui, en bien sûr, bien discuter. sûr. Euh, voilà, pour nos lecteurs, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les poser dans les commentaires. Voilà, et puis je te remercie, Nicolas, De de nous rien. avoir partagé ton expérience dans un village russe. C'était On très est inspirant. tellement bien, on est tellement bien. Voilà. Donc, ceux qui s'intéressent au village russe et qui veulent y vivre, voilà, Nicolas vous dit, vous pouvez y aller. Exactement. Voilà. Et puis, voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Nicolas, on se refera d'autres vidéos et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.